présenter dans un instant nos invités en ce début d'après-midi, qui est en général le moment de la sieste digestive. Nous ferons en sorte de vous occuper l'esprit et de conserver votre attention pendant cette séquence qui sera suivie, comme vous le savez, de votre travail en atelier et la fin de la journée par la restitution de ces ateliers. On va essayer de rester sur le temps prévu, sur les horaires, de nous caler sur les horaires qui étaient prévus pour vos ateliers. Juste avant de commencer et de vous présenter nos invités de ce début d'après-midi, je voulais vous partager les informations toujours à vocation culturelle quant au menu que vous avez pu partager tout à l'heure. Menu 100% régional, donc certains d'entre vous connaissent, mais vous avez donc eu en entrée du potchevlech, donc c'est très régional mais un peu flamand, ça vient plutôt du nord du département du Nord. Comme son nom l'indique en flamand, en néerlandais, potchevlech c'est littéralement le pot de viande, donc c'est un assemblage de viande, en général de volaille, de lapin, de porc ou de veau, voilà, ça dépend de ce qui reste dans la marmite. Ensuite, vous avez dégusté de la carbonade flamande. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent, c'est le bourguignon local, avec du bœuf comme celui du bourguignon, cuit dans la bière et comment dirais-je, sucré à la cassonade. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et enfin, vous avez mangé un plat très typique aussi et très local, le tiramisu, c'est bien connu. Enfin, c'était la world cuisine là. C'est de tiramisu à la chicorée et au spéculoos, donc spéculoos d'origine belgique. Et puis la chicorée, c'est le premier producteur mondial de chicorée, tout près d'ici, à Orchy, entre Lille et Valenciennes, à peu près à mi-chemin, hein, c'est ça. Notamment la chicorée Le Roux, pour ne pas la citer. Voilà, donc repas 100% régional. Je crois que ça vous fait honneur aussi, messieurs. En tout cas, merci pour votre présence en tant qu'élus. Je vous présente donc Jean-Claude Messager, vice-président en charge de la gestion du cycle de l'eau et de l'assainissement à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, par ailleurs maire de Lecelles. Jean-Paul Fontaine, qui est vice-président de l'agglomération du Douaisis Agglo, en charge de la gestion du cycle de l'eau et de l'assainissement, mais par ailleurs président de la Clé du Sage Scarpaval et maire de l'Alain. Et enfin, Marc Delécluse, président du syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Scarpaval et du Bas-Escaut, le SMAPI, dont vous pourrez nous dire un peu plus dans un instant, président de Cœur d'Ostrevent Tourisme et enfin maire de Rieulay. Voilà, alors vous pourrez préciser la localisation géographique si vous le souhaitez, mais enfin vous êtes tous voisins quasiment les uns des autres sur vos territoires. Alors je vous laisse pour un premier tour de table, une sorte de mise en jambe, nous en dire un petit peu plus sur vos missions, mais en particulier sur les enjeux et les actions qui structurent votre propre gestion de l'eau à votre échelle. Voilà. Monsieur Messager, pour commencer, si vous voulez bien. Oui, écoutez, bonjour à tous. Les enjeux, effectivement, c'est vrai qu'on est dans des zones humides, marécageuses, et on a de l'eau sur notre territoire. Pour faire un petit rappel, l'agglo, c'est 47 communes, 160 000 habitants. On a des endroits où effectivement on a moins d'eau, mais des endroits où on a beaucoup plus d'eau. Donc moi j'en fais partie parce que sur la commune de Lecelles, on est sujet à des inondations régulières, des inondations qui sont quand même relativement très importantes. Donc de ce fait, on a quand même commencé à mettre en place des ZEC, et Marc en dira beaucoup plus peut-être après, qui sont malgré tout des zones humides, hein. Les ZEC restent quand même toujours avec un petit peu d'eau et ça reste quand même des zones humides. Nous avons 13 sites qui sont répertoriés sur l'agglo en zone humide. Tout ça est important à l'heure actuelle, mais la grosse problématique actuelle, c'est quand même les inondations un peu partout, l'érosion, le ruissellement, et c'est vrai que c'est une tâche qui est assez compliquée à mettre en place, mais qu'il va falloir au fil du temps travailler à la corde, parce que sinon on aura des problèmes qui seront quand même de plus en plus récurrents. Merci pour ce premier état des lieux, si je puis dire, de ce qui vous occupe sur votre territoire. Monsieur Delécluse, même question. Est-ce qu'il y a des particularités dans vos enjeux sur le territoire que vous représentez ? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, le SMAPI, c'est justement, comme le nom s'indique, un syndicat des milieux aquatiques et des préventions d'inondations. Donc, c'est aujourd'hui le gros rôle, puisque le SMAPI, c'est pour le présenter, c'est un syndicat
qui représente 4 PCI. La compétence GEMAPI a été transférée des 4 PCI, la CAPH, le Cœur d'Ostrevent, Douai-Aglo et Pével-Carambeau. Ça représente au niveau des adhérents 74 communes, bien que le territoire du SMAPI, c'est le bassin Scarpaval et Basesco. Il y a même quelques communes du Valenciennois aussi qui devraient venir nous rejoindre. Donc c'est 84 communes et c'est 53 000 hectares de zones humides. Voilà. Donc le rôle du SMAPI, c'est aujourd'hui de travailler justement sur ces zones humides très particulièrement. Eh ben, nous y reviendrons si vous le voulez bien. Monsieur Fontaine, je vous laisse faire les présentations également et faire part de vos propres, je ne veux pas dire préoccupations, mais de vos centres d'intérêt par rapport à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques en particulier. D'accord. Alors, juste pour préciser géographiquement, puisqu'on ne l'a pas fait, Jean-Claude est sur l'Amandinois, le Valenciennois Amandinois. Marc est entre Saint-Amand et Douai, puisque je suis dans le Douaisis. Il est dans le Cœur d'Ostrevent. Donc, on travaille ensemble, on se connaît bien, et on a des actions communes au niveau du SMAPI, pour vous situer un petit peu les choses. Alors, moi, j'ai 2 visions de la problématique eau d'une manière générale. Celle qui relève plutôt du SAGE et de la SCARP dans sa globalité. Pour vous situer les choses, puisque je suis très heureux de m'exprimer devant des personnes qui viennent de la France entière, on a Arras qui inonde Douai en 2 heures et Douai inonde Valenciennes en 2 heures. Voilà un petit peu notre problématique qui n'est pas simple à gérer. Et je pense que la première des choses, elle est double, c'est d'éviter l'imperméabilisation qui ne fait qu'aggraver les choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à faire passer le message d'arrêter cette imperméabilisation. Maintenant, il faut tout faire pour que l'eau de pluie tombe à la parcelle et s'infiltre à la parcelle ou au plus vite, au plus près de là où elle tombe. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur, puisque, effectivement, comme l'a dit Jean-Claude, nous sommes extrêmement sensibles aux inondations avec la SCARP, mais aussi avec le canal à grand gabarit. Ça, c'est une grosse préoccupation, sans oublier la protection des zones humides et dans la GEMAPI, les milieux aquatiques. Après, comme vice-président d'Aglo, c'est l'eau, l'assainissement sont 2 compétences qui ne sont absolument pas sexy. Je pense qu'on vous l'a dit ce matin. En fait, c'est comme Internet, quand tout va bien, c'est super. Et puis, quand on n'a plus Internet, c'est la fin du monde. Et on est les pires des opérateurs. Eh bien, c'est un peu notre quotidien. Et donc, c'est de voir un petit peu pour créer aujourd'hui, dans le cadre du réchauffement climatique qui est évident, un sentiment de résilience et du moins faire comprendre aux gens que sur le risque inondation notamment, on ne pourra pas tout garantir. La taxe GEMAPI, ce n'est pas un sauf-conduit pour ne pas être inondé. Maintenant, c'est une éducation à la population. On peut être inondé, et avant qu'on ne soit inondé, comment on doit se comporter, qu'on soit habitant, qu'on soit élu, puisqu'il y a les plans communaux de sauvegarde aussi à mettre en place, qu'est-ce qu'on doit faire avant que l'inondation arrive. Voilà. Merci pour ce rappel de ces enjeux. Je voudrais en profiter, juste avant de repasser la parole à votre voisin, si vous voulez, pour citer Douai, en particulier l'aglo du Douaisis, qui détient un record en France, et ça, je pense que ce n'est pas forcément connu par tout le monde, mais vous disiez modestement tout à l'heure, on a fait ce qu'il fallait pour stopper l'imperméabilisation. Mais le chiffre, il est là, 40 à 45% de surface urbaine de l'agglo du Douaisis sont officiellement désimperméabilisées. Vous avez mis en place des noues, des sols filtrants, etc. Et vous êtes en tête, je dirais, de toutes les actions qui ont pu se faire partout ailleurs. Oui, alors le but du jeu, c'est pas d'être en tête ou modélisateur. Le but du jeu, c'est... En tout cas, ça a une certaine exemplarité aujourd'hui. C'est une exemplarité, mais c'est surtout, au fil de réunions comme celle-ci, d'avoir un échange de pratiques et peut-être d'essayer de convaincre ou d'influer pour changer ces pratiques. Oui, comme je disais, il y a 30 ans, Douai était régulièrement inondé et de manière assez significative. Et donc, on a essayé de prendre notre destin en main, notre devenir en main, en développant ce qu'on appelle les techniques alternatives, c'est-à-dire en essayant d'envoyer le moins possible d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement. Et voilà, on a créé
les principes de nous. On a aussi beaucoup développé à Douai, par exemple, les chaussées réservoirs, donc qui permettent d'infiltrer l'eau dans des caissons qui sont sous la chaussée et d'écouler plus lentement les eaux pluviales pour éviter justement les inondations sur les voiries. Donc c'est un travail de persuasion parce que au niveau des services techniques, des ingénieurs, ce n'était pas forcément les techniques qui étaient en vogue à cette époque-là. Mais bon an, mal an, on se rend compte qu'on a réussi à absorber des épisodes d'inondation qui étaient quand même assez forts sans revenir sur les conséquences néfastes qu'on pouvait y avoir il y a une trentaine d'années. Et maintenant qu'on travaille aussi sur le concept de solidarité amont-aval, eh bien, on a nos voisins de la Rajoie qui travaillent aussi sur cette désimperméabilisation. Et voilà, sur l'aval, on arrive à sécuriser un petit peu les choses, mais ensemble, on essaye d'avoir la même ligne de conduite d'Arras à Valenciennes. Merci pour cette précision, Châtet. Je trouve ça intéressant, effectivement, de rappeler que vous agissez sur plusieurs axes en parallèle. Monsieur Delécluze, vous parliez effectivement de ces enjeux particuliers. Vous êtes tous concernés par cette problématique des inondations qui nous sont annoncées comme étant plus fréquentes, plus importantes avec le changement climatique. Je vous laisse nous en dire deux mots, et Monsieur Messager de même, sur votre façon d'approcher justement ces périodes qui nous sont annoncées. Et puis paradoxalement, peut-être en parallèle, pouvez-vous dire deux mots là-dessus, mais contrairement aux apparences, nous sommes dans une région et un département ici en particulier qui subit aussi des sécheresses depuis quelques années, chose qui était tout à fait impensable il y a encore peu de temps finalement. Tout à fait. Alors la particularité de notre territoire, c'est que nous sommes déjà au niveau en cuvette. La vallée, la Scarpe du Bas-Escaut, c'est une cuvette. Ça veut dire que justement quand nos voisins nous envoient l'eau, ça arrive très très vite chez nous, mais ça arrive dans la plaine, ce qu'on appelle la plaine humide, c'est-à-dire ici sur le Selle, sur Saint-Amand, et c'est là qu'on a donc de grosses conséquences d'inondation. C'est là. Donc le but du SMAPI justement, c'est de gérer les cours d'eau par lesquels arrive l'eau. Ça représente 330 km de cours d'eau à gérer, avec des ouvrages hydrauliques. Et en même temps, aujourd'hui, des nouvelles structures qu'on appelle les zones d'expansion de crues, qu'il faut après gérer, ce qu'on appelle d'ailleurs les milieux aquatiques. Alors, sur ces zones d'expansion de crues, il y a beaucoup à dire, parce qu'on construisait avant, enfin jusque presque hier matin, des zones d'expansion de crues en occupant des terres agricoles, c'est-à-dire par creusement ou par endiguement. Ce qui fait que bon, c'est occupé. D'abord, ça a des coûts très, très, très importants, puisqu'il y a des achats de terre, il y a ensuite des travaux très importants et des travaux très lourds. Alors, le but aujourd'hui, c'est de ne plus travailler comme ça, mais travailler sur des zones inondables naturelles. C'est-à-dire d'inonder des terres qui sont assez basses pour le faire. Et là, il faut travailler avec le monde agricole de façon à ce qu'on occupe les terres momentanément, le temps des inondations. Le reste, ils peuvent l'exploiter. Voilà. Alors, ça, c'est la gestion des cours d'eau. Maintenant, pour en arriver là, le SMAPI, c'est surtout un bureau d'études. Je dirais qu'on ne fait pas les travaux nous-mêmes, on n'a pas de régie. Ce qu'on fait, c'est les plans de gestion. Donc, ce qu'on vient de mettre en place, on en a parlé ce matin déjà sur les zones, au propos du Ramsar. Mais ce que l'on fait, ce sont l'établissement des plans de gestion de ces 330 km de cours d'eau. Donc, c'est un plan de gestion qui s'étale sur 3 ans. Parce que c'est très long à faire. Un plan de gestion, ça veut dire qu'on prend le cours d'eau à pied. On en regarde la largeur, la profondeur, l'envasement, tout ce qui est faune, flore. Exactement, c'est un audit complet de ces cours d'eau, de façon à justement, après, avoir un plan de gestion d'entretien et en même temps de profiter. Donc le rôle, c'est de laisser l'eau bien s'écouler de façon à ce qu'on n'ait plus justement ces phénomènes d'inondation. Et de gérer tous les ouvrages hydrauliques qui ont été construits. Parce que comme c'est un terrain plat, il faut gérer les niveaux par des systèmes de vannes qui sont contrôlés, les niveaux au jour le jour, par un système de sonde et d'un système informatique par téléphone. Donc ça, c'est directement sur les écrans d'ordinateur au SMAPI.
quand il y a une averse, un orage, donc c'est là qu'on intervient par une société de maintenance qui gère les vannes, qui ouvre les portes ou qui les ferme. Voilà. Ensuite, tous les ouvrages de remontée d'eau aussi, qu'il faut rejeter dans l'escarpe. Donc voilà, il y a 27 ouvrages au SMAPI comme ça qu'il faut gérer, 330 km de cours d'eau à gérer et 11 ZEC, zones d'expansion de crue. Okay. Et ça, on en reparlera après si vous voulez, ce que c'est que, justement, c'est ça les milieux aquatiques du SMAPI. Bien sûr. Merci, Monsieur Messager. Monsieur Delécluse, je me permettais de sourire. Ça n'avait rien de désobligeant, mais en vous écoutant parler des niveaux d'eau, je me rappelais que vous vous appeliez Delécluse. Ça me paraissait pas mal quand même, effectivement. Monsieur Messager. Oui. Écoutez, effectivement, ces problèmes d'eau sont récurrents un peu partout sur le territoire. Globalement, il faut savoir que nous, on a 450 km de cours d'eau sur la totalité de l'Amandinois, un petit peu sur le Valenciennois. Alors l'Amandinois, c'est la zone de Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux, oui. Qui est la plus impactée, en fait, en grande partie. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pendant longtemps, on a laissé l'eau couler. C'est le cas de dire, c'est comme les robinets à la maison, on laisse couler et ça prend 10 litres à la minute. Mais maintenant, on s'est rendu compte que même si l'année dernière, on avait une grande sécheresse, tout était à sec partout, pratiquement, même l'Elnon, qui a un cours d'eau qui est quand même relativement toujours bien gonflé. On a vu ce qui s'est passé cet été avec les pluies qui ont été quand même relativement très, très importantes. On a eu des inondations restreintes. On va dire, on a eu de l'eau, des petites inondations, mais quand même de l'eau un peu partout. D'accord, c'était gérable. Voilà, c'était gérable. Mais les actions qui sont menées auprès de l'agglo, c'est justement trouver la solution. Et on travaille avec Adopta, qui est remarquable, il faut être honnête. Ils sont en avance sur beaucoup d'autres départements, les EPCI et tout ça. Mais c'est l'infiltration à la parcelle. Ça, c'est clair que tant qu'on n'aura pas mis l'infiltration à la parcelle, tout au moins sur tout ce qui est nouveau dans l'environnement, les habitations et ainsi de suite, on ne s'en sortira pas. On a aussi la possibilité, comme tu disais tout à l'heure, les chaussées réservoirs, les noues et tout ça. Donc ça, quand on refait des routes, quand on refait des places, il faut y penser dans nos communes, qu'elles soient des petites communes ou des grandes communes. Et ça, là-dessus, on arrive à travailler. Nous, on travaille déjà. Sur la commune, on a déjà mis des choses en place. Là, j'ai un projet qui démarre à plus d'1 million d'euros avec justement des noues et des chaussées réservoirs. Alors, oui, je vais vous proposer de préciser, parce qu'une question vient d'être posée au premier rang. Donc au premier rang, vous imaginez d'où elle vient, parce qu'il y a pas, vous n'êtes pas nombreux au premier rang. Non, c'est Jérôme Bignon qui me demandait de préciser ce qu'était une chaussée réservoir dont a déjà parlé Monsieur Fontaine. Oui, dont Jean-Paul a parlé tout à l'heure, et il sera peut-être plus technique à rapport à ça, mais les chaussées réservoirs, en fait, on récupère l'eau sur les côtés dans des caissons en béton, et qui vont s'infiltrer tout doucement après, pas dans la nappe, mais dans les sols. Et ça permet de ne pas inonder les endroits où ils pourraient être inondables. Et comme, voilà, c'est ça. Et comme toute l'eau est à la parcelle, vraiment à la parcelle, même les trottoirs, on peut les rendre perméables par rapport aux noues et ainsi de suite qu'on peut mettre en place. Aux dalles engazonnées, on se retrouve, nous, dans des communes... Nous, ça va encore, dans beaucoup de communes, on a encore beaucoup de cailloux avec de la terre en dessous, mais l'eau passe pas forcément. Mais maintenant, on peut faire des places engazonnées avec une absorption au sol qui est relativement assez importante et qui permet d'alléger l'eau qui coule un peu partout. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, quoi. On va proposer à Monsieur Fontaine de préciser, parce que je crois que savoir aussi que vous avez des enrobés filtrants aussi qui contribuent aussi. Alors voilà, pour terminer, de répondre à cette question. C'était la précision peut-être apportée au propos de Jean-Claude. Quand on parle de chaussée réservoir, d'un aspect extérieur, c'est un macadam. Bon, donc il n'y a pas, vous êtes sur des voiries qui peuvent être, qui supportent le trafic routier, sauf que ce sont un macadam qui laisse percoler l'eau de pluie et donc elle est stockée sous la chaussée. Alors dans des caissons qui sont en béton ou qui peuvent être en plastique, mais on a un volume d'eau qui est stocké et donc qui ne part pas dans les le réseau d'assainissement et qui ne repart donc pas dans les stations d'épuration, ce qui est aussi important, puisque on sait, je fais un aparté, mais les stations d'épuration sont extrêmement énergivores.
pour le traitement des eaux usées. Donc ça fait aussi des économies dans le traitement des eaux. Et donc on réinfiltre ces eaux qui repartent réalimenter la nappe. Voilà. L'ADOPTA, notamment, mène aussi une étude pour vérifier que les polluants issus des pots d'échappement n'impactent pas trop la qualité de l'eau qui est réinfiltrée au niveau de la nappe. Pendant que vous avez le micro, Monsieur Fontaine, parmi les différentes aussi techniques que vous appliquez, vous avez revégétalisé, vous avez beaucoup revégétalisé. Est-ce que ça a eu un impact sur la biodiversité en ville, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des conséquences vertueuses, si je puis dire? Alors, vertueuses, oui, forcément. On voit notamment, enfin, on a réussi à récupérer des ruches. Donc, ça, c'est un indicateur parmi d'autres, hein, mais on a des abeilles qui reviennent polliniser. On a en milieu citadin des apiculteurs qui font des productions de miel et vraisemblablement, de ce qu'ils nous expliquent, la qualité du miel est au moins équivalente, si ce n'est supérieure, au miel que l'on peut produire sur des milieux plus ruraux. Donc, alors, le fait de réintroduire la nature en ville, évidemment, ça permet, comme on le disait tout à l'heure, au niveau des noues, de tamponner les eaux de pluie, là aussi, le temps qu'elles puissent s'infiltrer doucement dans le sous-sol pour réalimenter la nappe. Mais le fait de réintroduire la nature en ville, c'est aussi pour lutter contre les îlots de chaleur. Parce que, évidemment, aujourd'hui, je le disais en introduction, notre principale préoccupation, c'est le réchauffement climatique. Donc, il faut absolument que l'on reverdisse nos communes, justement pour lutter contre ces îlots de chaleur. Et donc, il y a aussi un autre enjeu. Et là, c'est plus le maire de la commune qui parle. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, je suis vraiment très embêté parce que j'arrose les massifs communaux avec de l'eau potable. C'est une hérésie. Bon, le but de l'opération aujourd'hui, pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des travaux, et là on va en faire sur notre place, ou que l'on modifie ou qu'on construit un bâtiment communal, je veux créer des réserves d'eau qui viendront servir à arroser les massifs et les parterres communaux plutôt que de devoir utiliser de l'eau potable. Parce que, à l'évidence, aujourd'hui, la ressource en eau, elle va devenir hyper précieuse. Je ne suis pas sûr qu'on va manquer d'eau d'une manière générale, mais à des moments précis, on va en manquer. Donc il y a une grande réflexion à avoir sur les usages de l'eau, que ce soit les collectivités qui, à mon sens, doivent se montrer exemplaires et auprès des particuliers, mais il va falloir aussi travailler au niveau des particuliers pour comprendre qu'on ne peut pas, que l'eau, c'est pas, faire un mauvais jeu de mots, c'est pas open bar. Il y a l'eau, elle a des usages minimum, et après on passe dans du confort. Les piscines, dans le nord de la France, c'est sympa. Alors j'ai pas de jugement de valeur sur le sud, mais chez nous, je m'interroge quand même. Donc voilà, il va falloir apprendre à se répartir cette ressource. On a un gros travail aussi qui est fait avec les industriels pour les engager. Là aussi, à retraiter leurs eaux sur site et à travailler en boucle, plutôt que de toujours aller puiser dans la ressource. Pareil pour le monde agricole, où on essaye, par la concertation, certainement pas par l'imposition, en étant injonctif, pas l'imposition financière, pas en étant injonctif, c'est certainement pas la meilleure solution que de les convaincre pour s'engager à nos côtés sur des changements de pratiques. Ah justement, merci. À propos des agriculteurs, Monsieur Delécluse, vous les avez cités tout à l'heure. Vous comptez évidemment pour vos zones d'expansion de crues sur cette profession. Vous pouvez en dire deux mots, bien sûr, mais vous comptez également, je me doute, parce que vous ne seriez pas là aujourd'hui, si vous n'aviez pas un intérêt pour les zones humides et les milieux humides naturels.
Donc voilà, je ne sais pas quelle est l'approche du SMAPI par rapport à ça. Comment est-ce que vous intégrez ça dans votre politique? Est-ce que ça fait l'objet d'une attention particulière ou quelle est votre approche globale par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, au niveau du monde agricole, pour avoir rencontré la Chambre d'agriculture, qui sont tout à fait favorables donc, aux zones d'expansion de crues naturelles, parce que déjà, ça ne mobilise que des terres que momentanément, plutôt que de les acheter et puis qu'il ne peut plus avoir accès. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en somme, c'est la création des zones humides du SMAPI, les ZEC. Alors, les ZEC, en effet, c'est vraiment une zone humide. C'est-à-dire que c'est une zone qu'il faut que l'on protège, que l'on entretienne surtout, parce qu'une ZEC, ce n'est pas une cuvette à fond plat où on met de l'eau dedans, un coup il y en a pas. Il y a un intérêt absolument écologique à ces zones-là. Il faut laisser la végétation reprendre. D'ailleurs, en général, on creuse, mais on remet la terre végétale au-dessus, de façon à ce que ce soit propice donc, à des plantations, déjà, quelquefois. Ensuite, à ce que la flore et la faune se reprennent le dessus. Hein, c'est-à-dire que nous devons faire normalement un inventaire tous les ans, de regarder comment ça se comporte. Si les animaux sont revenus, les batraciens, les oiseaux, ceci, cela. Donc ça fait partie du rôle du SMAPI et de l'entretien. Et c'est ce qui est encouragé d'ailleurs par l'Agence de l'eau, c'est ce qu'on discutait ce matin. Parce que l'Agence de l'eau ne sera plus favorable, si on veut parler d'argent, à financer des ZEC bruts. Des ZEC en béton, des cuvettes en béton, tout ça c'est terminé. Il faut aujourd'hui partir sur des milieux écologiques. Et il est important dans ces zones d'expansion de crues que l'on vérifie justement leur état, et on est tenu aussi de vérifier leur état en contenance, parce que si vous faites une ZEC de 30 000 m3, si 5 ans après elle n'est pas entretenue, elle ne peut en faire que 15. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez le phénomène d'averse ou d'orage, vous aurez des inondations parce que vous n'avez pas entretenu les ouvrages que vous avez faits. Donc c'est absolument important. Pour la biodiversité, ce sont des espaces qui représentent quand même plusieurs dizaines d'hectares à chaque fois, qu'il faut absolument entretenir. Donc ça, c'est l'approche. Alors ensuite, dans notre approche, on peut aussi, par compensation, entretenir des zones humides abandonnées ou en recréer. Voilà. Merci, Monsieur Delécluse. Monsieur Messager, si vous voulez ajouter un mot là-dessus. Mais en même temps, je vous rappelle, comme prévu, que nous allons nous tourner un moment vers la salle pour proposer à nos participants de s'adresser à vous directement s'ils ont des questions plus précises à vous poser. Mais je m'interrogeais notamment suite à l'intervention de M. Fontaine tout à l'heure qui disait le sujet de l'eau en général, c'est pas forcément très sexy. Vis-à-vis de vos ressortissants, des citoyens eux-mêmes, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément bien connu, bien compris. Comment vous l'analysez, vous, sur votre propre territoire? Quelle est la perception que peuvent avoir les habitants de votre territoire des problématiques de l'eau? Est-ce que ça les intéresse vraiment, finalement? De l'eau en général d'abord, et puis après, justement, des pratiques, des nouvelles approches qui peuvent leur être proposées. De l'eau directement, en fait, comme disait tout à l'heure, je veux dire, le problème, c'est que les gens ouvrent leur robinet, l'eau coule, et en fait, ils ne veulent pas savoir de où l'eau vient, ce que ça a coûté, ce que ça coûte. S'ils vont le voir sur leur facture, mais ça va se limiter à ça, quoi. Par contre, c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir limiter dans le temps les débits d'eau, dépenser beaucoup moins au niveau facture, et ça, on peut y arriver. La perception à rapport, sinon, aux inondations, quand les gens sont inondés chez eux, il y a une perception qui est très importante, qui est très prégnante. Les gens sont quand même relativement vite à cran quand on se retrouve dans des endroits où on est inondé, comme chez moi, comme on peut avoir dans d'autres communes, ou à l'Ers, et ainsi de suite pour notre territoire ici. C'est vrai que les gens sont vite excédés et le téléphone sonne tout le temps, quoi. Le peu qu'il y ait une pluie, on y a droit. Mais la perception générale, je pense que elle n'est pas critique, elle n'est pas mauvaise. On a les inondations, maintenant on commence à les connaître, on commence à les analyser, on arrive à faire du travail avec Marc à ce sujet. Je pense que ce qu'il faut et ce on va même mettre en place aussi, c'est de la communication pour que les gens soient bien au courant. Je vais dire, le cycle de l'eau, c'est une chose, c'est un véritable enjeu. Donc il faut vraiment que ce cycle soit connu des habitants pour qu'on puisse avancer dans le bon sens.
En petit aparté, tout à l'heure on parlait, mais c'est vrai que ce que nous on a mis en place sur l'agglo, c'est la possibilité d'acheter des cuves ou des fosses pour mettre chez soi, pour récupérer les eaux de pluie. Parce que ça aussi c'est important, on sait que 2-3 mètres cubes d'eau récupérés, on peut faire un été pour ces petites fleurs dans son jardin et compagnie, ou autour de chez soi. Et ça, on a une très forte demande à rapport à ça. Les gens sont très... Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, sont très preneurs là-dessus, donc c'est important. Et c'est tous ces enjeux qui sont, même si c'est pas le lieu aujourd'hui, c'est pas l'enjeu aujourd'hui, comme les déchets, c'est pareil. Les gens commencent à faire attention, les gens commencent à trier. Et ben là, il faut demander, il faut voir avec les administrés et puis l'ensemble du territoire pour qu'on puisse essayer de mettre en place de nouveaux enjeux et avoir une réduction de notre consommation d'eau, tout en gardant bien sûr de l'eau dans nos fossés, dans nos cours d'eau. Et puis, ce qui est important, quoi, parce que de toute façon, il ne faut pas que ça soit... Donc, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, c'est que les gens s'intéressent justement à cette dynamique de l'eau sans forcément regarder j'allais dire midi à sa porte ou l'eau à sa porte pour certains. Oui. Les choses évoluent. Vous avez le sentiment que les choses évoluent? Ah oui, ça évolue. Oui, ça évolue dans le bon sens et tant mieux. Maintenant, c'est un travail de longue haleine, mais il faut y aller. Merci. Monsieur Fontaine, je vous laisse prendre la suite sur ce même sujet, sur la manière, selon vous, de faire en sorte que les populations s'approprient le sujet et s'intéressent aux aspects techniques aussi, puisqu'on peut y venir. Quelle est leur connaissance de ce qu'est une zone humide et de ses avantages et de ses vertus? C'est pas évident de communiquer là-dessus, a priori. Oui, Jean-Claude parlait de la communication, vous en parlez également. Moi, je voudrais peut-être cibler mon propos sur les opérations de reconquête de la qualité de l'eau, ce qu'on appelle les ORC, parce que, d'une manière générale, les usagers ne se rendent pas compte du travail préalable qu'il y a à faire pour délivrer de l'eau potable qui soit aux normes de l'ARS. On pense que oui, l'eau qui tombe, c'est celle qu'on a dans son verre, mais quand on voit tous les investissements qui sont à faire pour rendre l'eau potable, on ne se rend pas compte du coût que ça représente pour la collectivité. Valenciennes, en ce sens, a été extrêmement exemplaire, puisque je crois qu'ils ont des usines de traitement de l'eau assez récentes, et bon, voilà, c'est un très bel effort qui est fait. Nous, sur le Douaisis, par exemple, on a un problème qui est dû au perchlorate. Les perchlorates qui sont en gros la désagrégation des munitions de guerre de la Première Guerre mondiale qui sont enfouies dans le sous-sol. Et c'est extrêmement compliqué à gérer parce qu'en gros, il faut sortir les bombinettes, déjà les retrouver. Donc on mène une opération par drone et en collaboration avec des historiens pour essayer de voir où c'est... où on pourrait les retrouver. Et après, une fois qu'on aura trouvé le lieu, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si l'État va venir avec sa petite pelleteuse rechercher les bombinettes ou il faudra mettre en place des usines de traitement ou de pré-traitement, mais qui ont quand même un coût important. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut faire au préalable, au même titre que sur les stations d'épuration, parce qu'il faut quand même en parler, c'est étroitement lié à l'eau potable. On rejette de l'eau qui est sale. Une station d'épuration classique, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement. À un moment, on est sur le paiement d'un service rendu, on salit l'eau, on paye la prestation du nettoyage de l'eau. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas ancré dans les mentalités sur lesquelles il faut communiquer. Au même titre que on mène une opération sur les macro-déchets plastiques, c'est une évidence que normalement, il ne faut pas trop jeter ces bouteilles d'eau dans le milieu naturel. On est obligé de mener ce genre d'opération pour faire comprendre aux gens que des bouteilles d'eau jetées dans le milieu naturel se désagrègent et au final vont impacter le milieu maritime. On en est à ce niveau-là d'acculturation. Je me permets d'insister en revenant sur ma question précédente quant à la place dans la connaissance générale des citoyens du rôle des zones humides ou des milieux humides, pour revenir sur ce qui intéresse l'essentiel de notre auditoire, je dirais. On a vu ce matin effectivement un certain nombre de milieux caractéristiques de Scarpesco, où nous nous trouvons. On a vu les différents sites possibles, on a vu des tourbières, on a vu des affaissements miniers, etc. Est-ce que les gens ont conscience de l'intérêt que peuvent présenter tous ces milieux dans la gestion globale de l'eau sur le territoire ?
Je pense qu'on ne peut pas répondre d'une seule façon. Ça dépend de qui est l'interlocuteur. D'une manière générale, je pense que nous avons la chance, mais je ne vais pas mettre notre territoire en avant par rapport aux autres territoires. Tous les territoires des parcs sont de très beaux territoires. Et pour en avoir visité, je sais de quoi je parle. Mais il faut que nos populations se réapproprient leur territoire, leurs forces qui sont le milieu naturel. Alors, on a ces milieux humides, on a des lignes paysagères, on a aussi des chevalements, des choses comme ça, mais les gens ne comprennent pas l'intérêt de ces zones humides. Et parfois, même souvent, c'est un peu pris comme une contrainte, notamment une contrainte au développement économique ou alors une contrainte dans des pratiques de l'agriculture. Là aussi, Marc l'a bien expliqué, on peut avoir des milieux humides qui puissent servir en cas d'inondation, de manière temporaire, à tamponner de l'eau. Et on peut engager des contractualisations pour défrayer l'agriculteur qui aurait sa récolte qui aurait été anéantie parce que temporairement, un épisode ferait que ça serait inondé. Mais il vaut mieux peut-être inonder en le sachant au préalable, un champ, plutôt que d'avoir quelque chose qui se déverse avec de l'érosion, des coulées de boue sur tout un village. Le tout, c'est, je pense qu'il faut qu'on développe une culture du risque et qu'on prévienne les gens qu'effectivement, à cet endroit-là, il peut y avoir un risque d'inondation. On peut avoir un champ qui soit inondé, ça ne sera pas tous les jours, et peut-être qu'il vaut mieux avoir un champ qui soit, qu'on sache, inondable, plutôt que de créer de fausses aires d'expansion de crues. Ça coûtera beaucoup moins cher en défraiement, mais c'est une autre logique à mettre en place, mais dans la concertation. Merci. Monsieur Delécluze, vous voulez ajouter quelque chose ? On va se tourner vers la salle dans un instant, mais je vous laisse compléter. Alors, au niveau de la communication, d'ailleurs, le SMAPI met en place un nouveau système puisqu'on va créer un site internet, justement, qui n'existait pas. De façon à ce qu'il soit d'abord accessible à toute la population, aux maires des communes, avec pouvoir avoir des interactions. Sur des modes de renseignement, des modes de travaux, tout à fait. Vu vos fonctions, vous êtes un peu, et vos missions et vos mandats, vous êtes un peu expert, mais tous vos collègues ne sont pas forcément aussi informés ou intéressés. Et il est important d'informer aussi la population, tout simplement, parce que quand on parle des 330 km de cours d'eau, ça traverse aussi beaucoup de terrains privés. Donc il faut qu'on ait une communication avec les riverains qui n'entretiennent pas leurs berges, qui ne comprennent pas qu'il y a un intérêt absolument à entretenir leurs berges, à ne pas laisser partir des plantes invasives, parce qu'on a des très gros problèmes dans la région avec ça. On a dans le parc et on a un peu partout, avec la reneux du Japon, avec la Jussie. Une zec envahie de Jussie, c'est énorme à traiter. Alors tout ça, c'est cette information-là. Il faut absolument qu'on la mette en place pour sensibiliser d'abord les élus des communes et ensuite les populations. Absolument, c'est important. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est que le SMAPI ne travaille pas tout seul, parce qu'en définitive, avec je vois par exemple l'agence de l'eau, mais avec aussi Noréade, beaucoup l'assainissement. Parce que nous, on entretient les cours d'eau, mais on doit être au courant de ce qui arrive dedans. Et quelquefois, il y a de l'assainissement, il y a des pollutions. Et le fait de ces plans de gestion, de la visite de ces cours d'eau, on informe aussi, alors on informe les populations, mais on informe aussi nos partenaires. Qui rejettent quelquefois de l'eau dans les cours d'eau. Voilà. Alors tout ça, c'est important, et on travaille ensemble aussi, et le SMAPI tient aussi, concernant la perméabilisation des sols, à ce qu'on soit au courant des constructions qui sont le long des cours d'eau, et où on pourrait mettre nos vétos quelquefois. Sur les permis de construire, nos vétos sur des permis de construire, où on vient construire encore aujourd'hui, inconsciemment, à 5 mètres du cours d'eau. Voilà. Alors toutes ces choses-là, mais ça, on travaille ensemble avec les EPCI, et c'est très important, avec tous nos partenaires. Et ça, c'est de l'information, mais l'information, c'est l'information de tout le monde. C'est-à-dire que le SMAPI doit informer ses partenaires, comme ses partenaires nous informent. Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas si on peut mettre un petit peu de lumière dans la salle, si vous le voulez bien, pour
qu'on puisse vous voir, parce que vous êtes dans la pénombre pour l'instant. Donc, comme pour ce matin, si vous avez des questions ou des témoignages, puisque les interventions ne sont pas limitées à la prise de parole pour poser une question, mais aussi pour témoigner, pour compléter, pour suggérer, ça fait partie des règles du jeu. Et y a-t-il des questions à ce stade, à la destination des élus qui se sont exprimés devant nous jusque-là? Il n'y a pas forcément d'obligation non plus à vous poser des questions. On ne va pas s'obliger à vous poser des questions s'il n'y en a pas. En tout cas, Monsieur Fontaine, bien sûr, vous profitez de ce temps de parole pour justement être cette tribune pour compléter vos propos. C'est pas une question, je suis désolé. Je vous en prie. Mais non, c'est juste un échange d'informations parce que peut-être que d'autres personnes, d'autres régions françaises sont confrontées à la même réalité. Ici, nous sommes dans le bassin minier. Et il s'avère qu'au moment de l'extraction du charbon, il y avait énormément de pompage. Ce qui fait que lorsque l'activité houillère s'est arrêtée, on a été un petit peu trompé sur, entre guillemets, l'assèchement des sols, puisque les pompes des houillères pompaient énormément de volume d'eau. Et aujourd'hui, les houillères sont fermées. C'est le BRGM qui a repris l'entretien et l'exploitation des pompes des houillères, mais ils ne pompent plus qu'à des niveaux bien moindres. Qui n'ont plus rien à voir. Qui n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait autrefois. Ceci pour dire que aujourd'hui, je parle du côté de Douai, on a des quartiers, alors, vous en avez chez vous aussi, qui s'appellent le marais Saint-Machin ou le marais de quelque chose. Et les gens, eh bien, ils ont construit leur maison sur ce qui apparaissait sec à l'époque. Et aujourd'hui, où on revient avec un milieu plus humide, ils s'étonnent d'avoir de l'eau dans les caves ou de l'eau même en surface. Donc voilà, c'est ça aussi, quand on parlait de l'urbanisme, c'est ces incohérences qui ont pu avoir lieu et qui aujourd'hui nous amènent aussi à traiter des problèmes où l'évidence, ou construire dans le limineur d'un cours d'eau, c'est assez étrange parce que de mémoire d'homme, on ne se souvient jamais avoir eu une inondation dans le limineur d'un cours d'eau, sauf que historiquement on sait que c'est le limineur, et un jour la nature reprend ses droits. Voilà. Merci Monsieur Fontaine. J'ai une question de Jérôme Bignon au premier rang, donc je lui passe le micro directement. Merci messieurs, chers collègues, pour vos interventions extrêmement pertinentes et passionnantes. Je voudrais simplement savoir, qui vous aide en matière d'ingénierie? Parce que j'imagine que vous êtes devenu très compétent au fil des années, vous avez vos idées personnelles, etc. Mais vous n'êtes pas nécessairement tous les trois ingénieurs de formation, connaissant tous les sujets de l'ingénierie, de l'eau et des conduits, des revêtements, etc., des pompes. Quels sont vos inspirateurs? Est-ce qu'il y a, il y a une organisation nationale, une organisation régionale? Est-ce que c'est vous qui créez tout ça avec vos mains? Ou est-ce que, voilà, pour que ça soit utile pour les uns et les autres, qu'on puisse répercuter votre exemple, ça serait intéressant de savoir comment vous avez procédé. Merci pour cette question, Jean Billon. Je ne sais pas qui veut répondre, M. Delécluse. Voilà, donc au niveau du SMAPI, la structure est assez simple. Ils sont 5 personnes. Il y a une secrétaire, bien entendu, un responsable administratif, mais on a un ingénieur hydraulique, une technicienne de rivière et un technicien pour les milieux humides. Ça, c'est pour, disons, établir nos cahiers des charges. Ensuite, on passe forcément par des bureaux d'études. Obligatoirement, parce que s'il faut faire des relevés géotechniques, des choses comme ça, on n'a pas la compétence pour faire ça. Mais on a déjà la compétence de savoir ce qu'on veut et puis de savoir diriger les bureaux d'études. Ensuite, moi je veux pas parler d'eau pluviale, mais il y a Adopta, vous avez des partenaires là pour ça. Et nous, nos partenaires, c'est ça. Merci, M. Delécluse. Monsieur Fontaine, je ne voudrais pas
me paraître indiscret, mais vous disiez vous-même, je pense que les choses ont évolué et suite à une conversation qu'on a pu avoir en préparant cette table ronde, vous me disiez que d'une époque où vous trouviez vous-même le sujet pas forcément passionnant au départ dans vos missions, je disais il y a un instant, vous avez bossé le sujet. Donc c'est pas être indiscret que de vous faire dire en fait comment vous avez justement progressé dans le milieu, parce que quelque part vous êtes devenu un peu expert à votre façon. Oui, je pense que déjà j'ai eu la chance d'avoir comme directeur de service le président de l'Adopta, donc qui m'a bien formaté et formé lorsque j'ai pris la vice-présidence à l'eau et l'assainissement à Douaisis-Aglo en 2014. Ce qui est quand même, on a la chance quand même dans nos délégations d'être sur une délégation qui est opérationnelle. Et donc, effectivement, on passe par des bureaux d'études, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens. Mais bon an, mal an, on arrive quand même à voir les résultats qu'on peut procurer sur les territoires dans des délais qui soient assez raisonnables pour les élus. Parce que le problème des élus, c'est qu'on a les idées, on a la volonté, mais dans la déclinaison pratique, c'est quand même compliqué. Mais sur l'eau et l'assainissement, malgré tout, on agit au quotidien. Et surtout l'indicateur qui est fondamental, c'est qu'on agit sur les habitants du territoire. Et quand il y a un dysfonctionnement, c'est imparable, on se le prend dans la figure. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et après, je le dis, mais modestement, et voilà, j'ai profité du Covid pour essayer de porter noir sur blanc un petit peu mes connaissances sur le sujet. Et je suis reparti en fac l'année dernière et j'ai fait un mémoire sur la GEMAPI, en droit et gestion des collectivités. Je ne savais pas trop quoi faire, si je savais quoi faire, mais ça a été extrêmement important parce que je suis pas technicien, mais ça permet au moins de vérifier que ce qu'on dit, c'est pas trop déconnant d'un point de vue juridique, d'être confronté avec des avocats et aussi de faire le point avec les techniciens de l'agglo pour voir si ce qu'on pensait, c'est bien la réalité. Donc voilà, c'est de la formation d'élus, d'élus, mais pour moi, ça m'a aussi permis d'avancer dans ma délégation. Une certaine légitimité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire quand même sur ce sujet, en particulier, que vous avez bossé, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Merci pour cette précision intéressante à connaître, me semble-t-il, parce que c'est pas forcément, ça vient pas spontanément dans la carrière des élus. Merci monsieur pour votre question. Comme d'habitude, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais c'est surtout pour ceux qui nous suivent à distance et pour l'enregistrement et dans le but de savoir qui est intervenu au moment des actes, de savoir qui est qui. Oui, donc Jean Rousselot, toujours directeur du syndicat des Basses-Vallées Angevines et de la Roche. Pas changé depuis ce matin. Non, mais je peux rajouter ma deuxième casquette qui sera utile pour la question, c'est que je suis aussi responsable du service GEMAPI d'Angers-Loire Métropole. Ah bah, très bien. Et du coup, je compatis sur les mines, puisqu'on a des mines d'ardoise à Angers et qu'on a exactement le même système qui est en train de se passer. Et on a la remontée de la nappe qui est en cours et on a des problématiques similaires sur ce sujet-là et des grosses difficultés de l'État à comprendre ce qui se passe. Plutôt après, la question portait sur, en fait, on a parlé de l'infiltration à la parcelle en milieu urbain, où la grosse partie de nos territoires, alors en fonction des territoires c'est varié, mais elle est quand même souvent rurale et les problématiques se posent dès l'amont. Les zones d'expansion de crues, c'est une réponse qui est plutôt sur l'aval. Et du coup, comment est-ce que vous travaillez à l'échelle du territoire sur ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon les mesures naturelles de rétention des eaux ou la volonté d'aller travailler sur les pratiques agricoles, sur le côté forestier ou le côté hydromorphologie pour justement ralentir ces écoulements et essayer d'éviter que ça arrive à l'aval avant d'aller les stocker. Alors je me permets juste de dire que dans le nord en particulier où nous nous trouvons, je crois que qu'on puisse dire c'est que l'amont et l'aval c'est quelque chose de très relatif. Quand on sait que la capitale régionale est à 25 mètres d'altitude à 80 km de la mer, c'est vrai que les approches sont un peu différentes que dans des secteurs un peu plus
qui ont un peu plus de relief. Mais ceci dit, la problématique est la même. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est vraiment dans un terrain plat, c'est-à-dire que nos cours d'eau, ils ont très très peu de pente, ce qui fait que nos zones d'expansion sont aussi bien en amont qu'en aval, quoi. On en fait aussi en amont. Parce que je vois sur là le nom, il y en a 4, il y en a forcément en amont et en aval, et même intermédiaire. Mais nous, on est plat, carrément plat. Donc, alors, justement, nous, on est à peu près pareil. Moi, l'île Saint-Aubin, c'est 14 mètres NGF en bas d'Angers. Donc c'est assez comparable aussi, effectivement. Ouais. Alors, je vais essayer d'apporter une réponse. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous avez présenté les choses. Je ne pense pas que les zones d'expansion de crues doivent être forcément à l'aval. Je pense qu'il faut penser le problème de manière globale et faire en sorte qu'on arrive à ralentir la goutte d'eau dès le départ. Et donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué, non pas à comprendre, mais à faire partager. Et quand on parle de GEMAPI, le problème de la GEMAPI, c'est qu'en gros, et je pense que c'est partout France, les limites d'un bassin ne sont pas forcément les limites administratives. Bon, nous, par exemple, sur le Douaisis, on est à cheval sur 2 départements, sur 2 territoires risque inondation, avec deux préfectures qui ne parlent pas le même discours. Donc, voilà, c'est la France. Mais je pense qu'il faut que vous travailliez à l'échelle de votre bassin versant, le plus en amont possible, et faire en sorte que, dès le départ, il puisse y avoir cette sécurité qui puisse être mise ou ces ralentissements qui puissent être mis. Je vais dire, je pense au fossé, ce n'est pas la réponse, mais les gens veulent avoir des fossés qui ressemblent à des billards. Ce n'est pas le but d'un fossé. Le fossé, il doit être enherbé justement pour ralentir l'écoulement de l'eau. Eh bien, il faut avoir ce principe-là de manière globale, le plus large possible et le plus en amont possible pour avoir le moins de choses à faire en aval pour éviter l'inondation en aval. Voilà, est-ce que vous diriez justement cette fameuse nécessaire solidarité amont-aval, elle est plus compliquée sur des territoires plutôt plats que dans des territoires où justement la limite est beaucoup plus facile à identifier? On aurait tendance à penser qu'à la limite, les gens qui vivent en montagne n'ont pas ce souci, et donc ce n'est pas leur préoccupation première. Est-ce que c'est plus facile dans une zone plate ou inversement ? J'en sais rien parce que les exemples qui me viennent à l'esprit sont des exemples où on a énormément imperméabilisé. J'ai souvenir de choses qui se sont passées dans le sud, d'avoir vu des images à la télé. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'on ait autant macadamisé et qu'on s'étonne des conséquences que ça peut donner quand on a un épisode. Alors l'épisode Cévenol, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Montpellier mais c'est fantastique. Cette année, on n'a jamais vu un épisode Cévenol comme celui-ci. L'année dernière, on n'a jamais vu un épisode. À chaque fois, on est étonné, mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, je sais pas. J'ai oublié le fil. Non, mais c'est pas grave. On parlait des solidarités justement amont-aval. Oui. Je vous demandais si c'était plus facile quand il y avait moins de différences de relief dans un territoire donné que là où il était très net. Non, oui, voilà. Donc, si on s'en tenait aux préconisations du préfet coordonnateur de bassin, grosso modo, notre préoccupation sur notre territoire, la SCARP, c'est Arras-Valenciennes. Sauf que en vrai, quand on voit, puisqu'on a le canal à grand gabarit qui passe à Douai, quand on voit comment ça se passe en vrai, eh bien, nos impacts remontent sur la métropole européenne de Lille et quasiment jusqu'à la mer. Et donc, le bassin cohérent, ce n'est pas le bassin de la SCARP, c'est le bassin de l'ESCO dans sa globalité. Et donc, ce qu'on essaye de faire sur notre territoire, c'est d'avoir un groupement des intersages à l'échelle du bassin de la SCARP, justement
je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de travaux. Enfin, il faut qu'on arrive à coordonner les travaux pour que quand quelqu'un prend une décision sur son territoire, il n'impacte pas l'autre. Et donc, on essaye de mettre en place cette structure-là. Ce n'est pas un EPTB, mais ça y ressemble un petit peu, pour avoir cette coordination et cette solidarité amont-aval. Merci pour cette réponse ou ces informations. Monsieur qui venait de lever la main, je vous laisse vous présenter également. Bonjour, Kevin Lelarge, conservateur de la réserve naturelle du Pinail à l'association GIREPI. Dans ma région, qui est la Nouvelle-Aquitaine et l'ex-Poitou-Charentes, émergent de plus en plus de projets autour de l'agriculture et du stockage hivernal de l'eau, non pas l'eau de pluie, mais l'eau de la nappe phréatique. Voilà, pour un nombre très restreint d'agriculteurs, 4% seulement du territoire. Et il serait intéressant, enfin moi en tout cas ça m'intéresse d'avoir le regard d'autres territoires sur ce type de projet qui tendent à être une nouvelle norme dans l'agriculture dite intensive d'aujourd'hui. Alors peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas confronté à ces problématiques. C'est un sujet qui est très polémique, pour ne pas dire très chaud en ce moment. Et donc voilà, quelle vision d'autres territoires qui vont nécessairement être confrontés à ces mêmes problématiques des restrictions d'eau à l'avenir regardent ce type de projet? Alors justement, comme ces messieurs ont eu me semble-t-il, à leur regard, ils ne se sentent pas forcément très concernés par ce phénomène, mais il n'est pas interdit d'échanger entre vous dans la salle si d'autres souhaitent intervenir ou répondre à monsieur par rapport à cette préoccupation. Monsieur Fontaine, deux mots là-dessus? Oui, deux mots. Plus généralement, on est sur la relation qu'on peut avoir avec le monde agricole. Vous avez une problématique particulière. Nous, on en a d'autres, et c'est toujours très tendu. Je pense que là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre que demain, la ressource en eau, elle sera de plus en plus tendue. Et tendue pour tout le monde. Et si on n'est pas sur un effort collectif, et le collectif, c'est tout le monde fait un pas en avant, c'est pas un pour les autres. Si chacun ne s'engage pas dans ce mouvement solidaire, on ne s'en sortira pas. Alors, ceci dit, ça ne va pas régler votre problème. Simplement, c'est vrai qu'il y a une négociation, un dialogue à mettre avec les agriculteurs, avec le monde agricole, comme je disais tout à l'heure, sans stigmatiser, mais en ayant cette réalité. Demain, on n'aura plus accès à autant de ressources en eau qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Et on a besoin du monde agricole aussi pour nous rendre des services, pour rendre des services à la collectivité. Et il y a des dispositifs qui permettent aussi de défrayer pour services rendus. Merci monsieur pour cette remarque. En tout cas, alors, c'est souvent comme ça, je ne vais pas dire toujours comme ça, mais il y a peu de mains qui se lèvent au début et quand il ne reste plus que 3 minutes, il y a 3 mains qui se lèvent. C'est assez classique, c'est propre à ce type de rencontre. Alors, chacun votre tour. Qui ne s'est pas encore exprimé? C'est Luc, par exemple, qui a levé la main, je crois. On va lui passer le micro. Thierry, si ça ne vous dérange pas, on va essayer de répartir la parole. On commence par quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé depuis ce matin. Merci. Et donc, le micro arrive. Et je laisse également l'intervenant se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et nous faire part de sa question ou son intervention. Donc, Luc Barbier, je suis correspondant du site Ramsar du Marais de Marois et je vais prendre plutôt une casquette de vice-président du comité de bassin pour déjà remercier les 3 intervenants pour leurs paroles parce que je pense qu'elles sont pleines de bon sens. Sur les bassines, parce qu'on n'a pas donné le nom, je pense qu'au niveau de l'agence de l'eau, comme au niveau du ministère aujourd'hui, l'enjeu est porté sur les solutions fondées sur la nature. Et ce que vous dites, M. Fontaine, est très juste, à savoir qu'on sait que l'eau va être en tension ponctuellement ou plus durablement, on ne sait pas vraiment, mais on sait qu'on va être sur des périodes plus délicates pour garantir un approvisionnement en eau potable pour l'industrie, l'agriculture et tous les services dans les années qui viennent. Et moi, ce qui m'agresse un peu, c'est quand on a des propositions qui ne sont pas les vôtres, de se dire qu'on peut trouver des solutions, c'est-à-dire faire des bassines, faire des tas de dispositifs, faire des grands tuyaux qui vont alimenter un territoire régional de la côte pour nous jusqu'à l'intérieur des terres. Et du coup, quand on devient irresponsable sur la gestion de l'eau dans son territoire,
on va chercher l'eau chez les autres. On trouve d'autres solutions en agressant la nature parce qu'on modifie l'état des lieux. Et du coup, on se fait passer à trouver les solutions qui vont bien, que tout le monde peut mettre en place chez soi et qui permettraient, pour des coûts très raisonnables ou même des coûts zéro, de faire qu'on soit en capacité de garantir l'approvisionnement en eau potable pour les populations dans les années à venir. Merci pour cette contribution. On vous reprend le micro et quand je vais demander à notre hôtesse de bien vouloir le faire circuler très vite de l'autre côté pour une toute dernière intervention, question ou intervention. Et puis on va clôturer, on va en terminer là-dessus si vous le voulez bien, pour permettre aux participants de se rendre ensuite dans les ateliers à l'heure prévue ou presque, puisqu'ils ont encore du boulot cet après-midi. Je voulais dire que... Ça ne vous dérange pas de vous représenter pour qu'on sache qui sera intervenu à ce stade? Thierry Lecomte, là je vais intervenir en tant qu'élu d'une petite commune rurale et je voudrais vous dire que je préférais 10 000 fois rémunérer des agriculteurs pour un certain modèle d'agriculture plutôt que de payer des bassins, des digues, des fossés et tout ce qu'on peut imaginer qui finalement résout pas du tout les causes et essaye juste de pallier les conséquences. Nos sites Ramsar, c'est leur noblesse, mais c'est aussi leur handicap, c'est d'être en général au fond d'un trou. C'est-à-dire qu'en fait, elles dépendent de bassins versants qui sont souvent très éloignés et sur lesquels on n'a pas forcément les moyens de peser. Si on regarde l'évolution du mode d'occupation des sols au niveau de notre pays depuis 50 ou 70 ans, qu'est-ce qu'on constate? Là où la charrue passe, la prairie trépasse. Je vais vous donner 2 chiffres. Une prairie pâturée, 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare. Autant dire c'est une passoire qui va permettre d'infiltrer l'eau tout doucement, tranquillement, de regarnir les nappes phréatiques et d'assurer comme ça des sources et un minimum de débit satisfaisant pour les périodes d'étiage. Avec une zone de prairie qui passe en zone de culture, on n'a plus qu'aux alentours de 400 kg de vers de terre à l'hectare. On a une solde de labour qui va contribuer à imperméabiliser aussi. Et du coup, on va avoir de l'eau qui va ruisseler puisqu'il n'a plus le temps donc, de s'infiltrer. Et toute cette eau qui aurait pu être utile pour éviter justement les problèmes de sécheresse, eh bien, elle se dépêche d'aller à la mer et c'est perdu pour tout le monde. Est-ce que ce constat, on le fait quand même depuis pas mal d'années? C'est un problème au niveau de l'eau, c'est un problème au niveau de la biodiversité, c'est un problème au niveau des paysages. Est-ce qu'un jour, on va avoir le courage de revisiter notre politique agricole et d'aller vers un modèle qui soit un petit peu plus, je dirais, intégrateur de toutes ces préoccupations qui sont contemporaines? Merci. Merci pour cette intervention. Oui, Monsieur Messager, vous voulez ajouter? Vous voulez répondre à ça? Pas forcément répondre, mais juste être avec vous par rapport à ce que vous venez de dire. Mais l'un va pas sans l'autre. Si on ne travaille pas avec les agriculteurs, on ne saura pas avancer. Ça, c'est clair. Par contre, il faut savoir aussi, et je pense que vous avez le tour dans toutes vos régions différentes, c'est que ce n'est pas toujours facile d'être l'interlocuteur d'un agriculteur. Hein, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que si on veut travailler ensemble, il faut travailler avec les agriculteurs. Changer certaines choses qui sont quand même compliquées avec les ruissellements qu'on a de plus en plus. Il y a un travail à faire. Et nous, au niveau de l'agglo, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va mettre des réunions justement avec les agriculteurs, en petit comité d'abord et puis en plus grand comité après pour éviter les tensions, pour pouvoir justement travailler avec eux, les écouter et aussi qu'ils nous écoutent. Parce que nous aussi, on a, avec les services techniques qu'on a, on a aussi des propositions à leur apporter et pouvoir travailler en bonne intelligence, tout simplement. Voilà, merci. Merci pour cette intervention. Monsieur Fontaine, un dernier mot là-dessus, si vous voulez bien. Merci Thierry pour cette transition, parce que sans jeu de mots, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, puisque j'avais une dernière question à ce propos-là. Vous l'aurez compris, nous sommes sur un territoire extrêmement urbanisé, on l'a entendu à travers vos propos, avec des préoccupations très urbaines pour beaucoup d'entre elles, sans parler de la topographie et de l'hydrographie. Et je crois que, sauf erreur, pour une moyenne de densité de population française qui doit être autour de 110, 115, je parle sous contrôle des experts, le Nord, c'est 450 personnes, et je crois que c'est encore plus sur vos propres territoires. On est dans des territoires extrêmement denses. Par contre, il reste quand même des agriculteurs au milieu de tout ça. Et la question que je voulais vous poser, c'est la place de l'élevage. Est-ce qu'il y a de l'élevage sur vos territoires respectifs? Est-ce qu'il y a encore de l'herbe? Et quel est son devenir, selon vous, justement, pour rebondir sur cette préoccupation? Je crois que non. Je vais
On n'a plus trop d'élevage sur... non, c'est de la culture. C'est de la culture. Actuellement, c'est le maïs, c'est la betterave. Mais ouais, non. Là, je suis un petit peu... Non, mais justement, ma question avait une intention démonstrative, quelque part. Monsieur Delécluze, c'est pareil pour vous? Informative, oui. Et disons qu'on essaye, justement, et même au niveau du parc, de voir pour essayer de voir justement de l'élevage sur les milieux humides. Parce que c'est de remettre ça en place. C'est sûr que le rendement n'est pas pareil, mais il y a moyen de faire de l'élevage sur les milieux humides. Monsieur Messager? Sur la Mandinois, on a quand même de l'élevage, on a quand même encore des vaches laitières et puis des vaches à viande, mais on a encore pas mal d'élevage quand même, surtout sur ma commune. Sur ma commune, on a quand même encore 17 fermes, donc ça représente... C'est lié à la nature des sols la plupart du temps. C'est lié à la nature des sols. On a, comme vous le dites si bien tout à l'heure, de l'herbe, on a des champs, on a tout ça. Donc sur ce côté-là de la Mandinois, on n'a pas trop de problèmes, et on voit que ce qui est quand même encourageant pour les agriculteurs, c'est que les enfants reprennent la succession un peu des parents ou sont avec les parents, donc c'est quand même une bonne chose. Mais il y a quand même énormément de fermes qui ont je veux dire, disparu depuis 20 ou 30 ans. Quoi. Ou qui ont labouré les prairies quand même. Voilà, c'est ça. Monsieur Fontaine, une dernière intervention, il est tout juste 15h, donc ce sera parfait pour le mot de la fin. C'est en complément à ce que je disais et ce que vient de dire Jean-Claude. Je pensais plus spécifiquement aux orques que l'on a sur le Douaisis, où on essaye de racheter au fur et à mesure qu'ils se libèrent les champs, les pâtures qui sont autour des captages. Et justement, dans ce cadre de ces orques-là, on ne peut pas trop mettre d'élevage. Donc ça nous réduit aussi la possibilité de transformation d'activité, parce que d'avoir des animaux sur ces parcelles-là pourrait aussi dégrader la qualité de l'eau qu'on essaye de protéger. Donc voilà, c'était juste pour information. Merci beaucoup pour cette information très complète. Du coup, je voudrais juste préciser, si vous le permettez, qu'en fait, on est sur une zone que vous avez très bien décrite et caractérisée, où l'élevage est devenu très minoritaire. Mais tout près d'ici, de l'autre côté de Valenciennes, on commence la région dite de l'Avesnois, qui est au contraire extrêmement herbagère et laitière. Donc il y a aussi, ça fait partie de la diversité du département du Nord et de cette région où nous nous trouvons. Merci beaucoup pour vos interventions, pour vos contributions, et je vous propose, comme à l'accoutumée, de bien vouloir remercier nos intervenants par quelques applaudissements. Merci Jean-Claude Messager, Jean-Paul Fontaine et Marc Delécluze. Merci messieurs pour votre présence, pour avoir bien voulu nous consacrer ce temps, et puis ce temps d'échange avec les participants. Vous allez donc partir, sauf certains, en atelier. Certains, ce sont ceux qui participent à l'atelier 3, à qui je propose de rester ici, puisque c'est là que va se tenir l'atelier 3 consacré au changement climatique. Pour les autres, ça se trouvera à l'étage. Donc maintenant, vous commencez à connaître les lieux. Vous repassez par le hall, vous montez sur la coursive qui est en face de nous, et les salles sont indiquées. Vous allez retrouver la signalétique, je pense, avec les différents thèmes pour les différents ateliers. Rendez-vous après la pause qui est prévue à 16h30. Rendez-vous ici même à 17h pour la restitution des ateliers. À tout à l'heure. Modestement, on avait essayé de dire ce qu'on pensait. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a autant